Bienvenue sur l'eau, le média politique et culturel pour les jeunes. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode de tout ce que vous allez découvrir sur cette chaîne et nous sommes avec un invité spécial. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui bouscule les lignes du débat politique ivoirien aujourd'hui et qui est député maire et surtout candidat déclaré à la présidentielle de 2025. Nous allons recevoir sur le plateau Olivier Vami Djebidje. Bonsoir Monsieur Djebidje. Bonsoir Marie-Jonelle, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Donc comme vous savez, c'est le premier épisode de notre média et on est très contents parce que ça montre un soutien aussi institutionnel, on a envie de dire, par rapport à ce qu'on est en train de produire aujourd'hui. Donc merci d'être là. Et donc on aimerait déjà que vous puissiez vous présenter et dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui peut-être. Écoutez, je suis Olivier Vami Djebidje, député indépendant de la Nation, de la circonscription de Zionoula, président d'un mouvement citoyen qui s'appelle l'Éveil, qui prône la transformation des mentalités, le changement des mentalités. Ok. Parler de changement des mentalités, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Donc merci d'être là aujourd'hui, Monsieur Djebidje. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est vraiment par rapport à votre candidature, bien évidemment. On a compris que vous étiez candidat, mais indépendant. Donc, dans un système où on a envie de dire qui est dominé par les partis politiques. Donc, pourquoi cette indépendance? Vous savez, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Le premier cycle de la vie de la République a vu les trois grands partis se succéder au pouvoir. Et malheureusement, au bout de ces gouvernances, la nation a été de plus en plus clivée. Et malheureusement, on peut dire que chaque grand parti politique a des relents régionalistes et ethniques. Et nous, notre principale priorité, c'est déjà de réunifier la nation, revenir aux valeurs fondamentales qu'avait déjà amorcé la création de cette belle nation qui est la nation ivoire. Et donc, la meilleure manière de rassembler tout le monde, c'est de rester à équidistance de ces grands blocs et ces grands courants politiques. Donc, c'est être indépendant. Okay. Indépendant ne veut pas dire neutre, ça veut dire avoir sa liberté de penser, de rassembler, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi. Je pense que dans tout ce qu'on est en train de dire, vous nous parlez un petit peu d'éveil. Votre mouvement, il s'appelle comme ça. On aimerait savoir, en fait, qu'est-ce que vous pensez voir endormi, si on peut dire ça comme ça, dans la société ivoirienne? Vous savez, plusieurs choses. On voit que notre société va à la dérive. On voit que la jeunesse est un peu désorientée. Et face à tous ces mots, je pense que d'abord, il faut comprendre pourquoi nous sommes arrivés là. Je pense que c'est arrivé un moment où on a perdu les valeurs qui avaient constitué cette belle nation. Et nous, notre objectif, c'est justement d'éveiller les consciences de nos concitoyens pour qu'ils reviennent aux fondamentaux, aux valeurs qu'on fait l'union, la discipline et le travail, qui ont fait l'unité de cette nation et la création de cette nation. Donc voilà un peu l'objectif, en tout cas un des objectifs du mouvement Éveil. Okay. Par rapport à tout ce que vous nous dites, moi j'ai eu à me renseigner un peu sur ce que vous faisiez, etc. déjà. C'est pas la première fois que vous êtes candidat, il me semble. Tout à fait. Ça fait déjà un moment que vous portez peut-être le mouvement, etc. Il a été créé en quelle année? Il a été créé juste un peu avant les élections de 2020, donc en fin 2019. Il faut dire que moi, je suis rentré en politique fin 2018. J'ai été élu à la tête de la municipalité de la commune de Zionoula en octobre 2018 et j'ai pris fonction début 2019. Donc c'est à ce moment-là qu'on a créé le mouvement Éveil parce qu'on a compris tout de suite qu'on était face à des blocages dus à nos mentalités. Et donc, pour pouvoir mettre en application la politique qu'on voulait mettre au sein de la municipalité, il fallait vraiment qu'il y ait un changement de mentalité. Donc, c'est d'où la naissance de ce mouvement Éveil, qui je pense, est une priorité actuellement pour notre société. Et j'ai envie de dire que peut-être que certains vous connaissent ici, parce qu'on a pu voir passer sur les réseaux sociaux. Donc, en tant que jeune, on est très connectés. Moi, en tout cas, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une information qui mettait en avant quelques points de votre campagne, notamment le fait que vous vouliez peut-être changer l'hymne national, il me semble, et peut-être changer le nom des Ivoiriens. Ça a fait polémique, peut-être. Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, pourquoi déjà mettre en avant ces points-là? En fait, vous savez, les noms
ont une charge émotionnelle très puissante. Plein d'études ont prouvé que les noms agissent sur les comportements des individus. Plutôt, je vous ai dit qu'un des gros problèmes de notre nation, c'est la mentalité que nous avons actuellement. C'est la perte de valeur qu'on observe aujourd'hui. Et un moyen de nous rappeler qui nous étions et quelles sont les valeurs qui nous ont construites à la base, ce serait d'abord se redéfinir. Okay. Et la première chose qui définit une personne, une chose ou un pays même, j'allais dire, c'est son nom. C'est le nom qui vous définit. Et donc, j'estime que le nom actuel, qui a une connotation péjorative, comme on dit les Ivoiriens, on dit nous les Ivoiriens, on ne voit rien. Et force est de constater, il y a beaucoup de richesses qui sont créées un peu dans notre pays. Malheureusement, les populations ivoiriennes n'en voient pas la couleur, comme si elles étaient atteintes de cécité. Donc, j'ai vu que peut-être ce nom, même si ce n'est pas à 100%, mais était peut-être une des raisons j'allais dire, de cet obscurantisme qu'on subit aujourd'hui. Donc, j'ai choisi ce changement de démonyme pour que ça permette de nous motiver, de nous redonner confiance en nous. Au lieu de s'appeler Ivoirien, Ivoirienne qui veut dire habitant de la Côte d'Ivoire, je dis on n'est pas simplement habitant de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des Chinois, il y a des Libanais, il y a des Français, il y a des, je ne sais pas moi, il y a des Burkinabés, Maliens qui habitent la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes les souverains, les dépositaires de la Côte d'Ivoire. Et comme on dit du roi qu'il est souverain, nous sommes dans notre constitution, il est stipulé dans son article 51 que la souveraineté appartient au peuple. Tout à fait. Nous sommes un peuple souverain. Le roi étant souverain, nous ne sommes pas un peuple roi. Nous sommes les Ivoirois et les Ivoiriennes. Ça veut dire nous sommes les rois et les reines de notre territoire. Mais quand je parle de cette royauté, ce n'est pas la royauté en termes de monarchie. On n'est pas dans une monarchie, non, non. Je parle de la royauté en termes, bien entendu, de souveraineté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et en termes aussi de l'objectif d'être meilleur, de l'excellence. Quand on dit vous êtes le roi du football, c'est parce que vous êtes le meilleur au football. Quand on dit vous êtes le roi justement du cacao, c'est que vous êtes le meilleur en cacao. Donc c'est dans l'objectif de la recherche de l'excellence, d'autant plus qu'on s'est assigné cette mission dans notre hymne national. Tout à fait. Au dernier couplet, on dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Si vous avez dans la paix ramené la liberté, votre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. » Donc, ensemble, si on veut faire court, on s'est assigné comme mission d'être un modèle pour l'humanité. Pour être un modèle pour l'humanité, il faut toujours rechercher l'excellence. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, même si ce n'est pas l'apanage pour ce changement total, ça peut y aider. Et le fait que le nom nous aide à orienter nos comportements, ça peut nous aider aussi à atteindre cet objectif d'excellence avec toutes les valeurs aussi qu'on a perdues, c'est-à-dire l'union, la discipline, le travail, la fraternité, la vaillance, et ainsi de suite, qui sont inscrits dans les ratiques, dans les armoiries de l'État. Okay. Donc voilà. Je pourrais en parler encore, développer, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de... Et par rapport à l'hymne national, c'est plus dans... Donc, ensemble, à partir du moment où on va changer le démonyme, le chantilly, c'est-à-dire le nom de l'appellation des habitants de la Côte d'Ivoire, on va les changer aussi dans l'hymne national. Et par ailleurs, il y a un autre objectif aussi. Pourquoi deux choses que je voudrais intégrer dans l'hymne national aussi, c'est l'égalité du genre. Vous savez, il y a eu la marche des femmes de Massam. Nos mamans sont battues aussi pour notre accession à l'indépendance. Ce n'est pas normal que dans notre hymne national, on dit « tes filles chères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur ». Moi, j'estime qu'on devrait dire « tes fils et tes filles chères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur okay. ». Parce que les filles aussi de la Côte d'Ivoire ont été des artisantes de la grandeur de notre nation. Et de ce fait, au dernier couplet où on dit « fiers Ivoiriens », on ne va plus dire « fiers Ivoiriens », on va dire « fiers Ivoirois » et « fiers Ivoiriennes ». Le pays nous appelle. Voilà. Donc, c'est ces amendements. Oui, c'est vraiment... C'est juste... Voilà, c'est juste parce qu'on a changé le démonyme, on va l'acter dans l'hymne national. De deux, comme aussi, l'éveil des consciences, peut prendre conscience que nos femmes sont importantes, autant aussi importantes que nous. Ce n'est plus facile de marcher sur deux jambes que sur une seule jambe. Donc, vous ne pouvez pas vous priver des femmes pour la constitution d'une nation. Donc, il est normal qu'on acte ça aussi dans notre hymne national. C'est très important. Okay. Je trouve que c'est vraiment intéressant et je pense que c'est aussi ce qu'on reproche aussi souvent aux médias traditionnels ou très rapides, parce que nous, notre objectif aussi, c'est de plutôt être dans l'analyse plutôt que dans la distribution rapide de l'information aujourd'hui. Parce que quand moi, j'ai vu l'information,
J'avais pas forcément compris comme ça. On le dit tout de suite pour peut-être attiser les grands titres, etc. Et donc, moi, quand j'ai pensé peut-être changement d'hymne national, j'ai plutôt pensé peut-être à l'entièreté, alors que effectivement, c'est juste une adaptation, en fait. Il n'y a pas forcément de changement majeur, mais effectivement, on comprend bien qu'il y a une envie derrière, peut-être d'avoir une nouvelle base, donc de repartir du début. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. Merci. Aussi, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous avez dit, j'ai un peu l'impression que votre programme est aussi basé sur une refondation culturelle. Donc là, on a beaucoup parlé aussi de l'aspect un peu plus social, un peu plus humain. On n'a pas parlé forcément de chiffres tout de suite. Il y a d'autres personnes ou d'autres partis qui peut-être mettraient en avant le bilan économique, etc. Là, on est vraiment dans l'aspect d'abord humain, social, etc. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut faire la politique d'abord par la culture avant l'économie ou quoi? Qu'est-ce qui est le plus important, j'ai envie de dire, selon vous, dans votre programme? Qu'est-ce que vous mettez en avant d'abord? Tout est important. Maintenant, il y a une priorisation des tâches. Le préalable, vous pouvez avoir le meilleur programme économique, la meilleure politique sociale. Si les mentalités n'évoluent pas positivement, ces politiques-là seront vouées à l'échec. En effet, c'est un gros problème de mentalité. Donc, la pensée précède l'intention qui précède l'action. Donc, il faut agir d'abord sur la pensée avant d'agir sur les actions. Parce que les actions, c'est en fait les conséquences de la pensée. Donc, c'est pour ça que c'est normal qu'il faut travailler sur les mentalités. Si on a réussi à réorienter, à revenir aux valeurs fondamentales qui ont fait cette nation, je pense qu'on a fait, j'allais dire même presque 50% du travail. Après, maintenant, il faut bien entendu avoir une politique économique appropriée, basée sur un développement durable, c'est-à-dire le triptyque éducation, économie, santé. Et nous, on a des innovations dans ce domaine. Et comme je vous ai dit, notre particularité, c'est le pragmatisme et c'est la flexibilité. On a élaboré une politique à l'issue d'un diagnostic clair et net de la société et de nos particularités, de notre culture, nos valeurs communes. On a intégré dans nos analyses, si bien que la politique qu'on offre est adaptée à nos moyens et à nos valeurs. Surtout à nos réalités. Et à nos réalités, j'allais dire, tout simplement, effectivement. Okay. Donc, bon, il serait un peu long d'élaborer, de parler de tous les pans de notre... je pense que c'est peut-être pas ça l'objectif. On va vous diriger peut-être sur la page pour qu'ils puissent, puissent avoir... S'ils veulent avoir des informations spécifiques, mais je peux donner 2-3 exemples innovants. Par exemple, au niveau de l'éducation, on s'est rendu compte que notre éducation n'était pas appropriée. En tout cas, ne permettait pas de former correctement nos jeunes afin qu'ils soient employables tout de suite. Il y a des formations même qui sont obsolètes, qui n'ont pas de débouchés. Si bien que des jeunes peuvent avoir un master et finalement se retrouver au chômage parce qu'ils n'ont pas d'application et n'ont pas la flexibilité pour se recaser, s'adapter rapidement dans des filières plus porteuses. Donc on va essayer de changer, de rendre plus professionnalisée la formation, faire moins des formations générales, mais des formations vraiment plus spécifiques avec vraiment des compétences bien développées. On va mettre l'accent sur l'anglais, puisque 75% de la planète parle anglais. Nous sommes un pays francophone, donc on est limité déjà par notre langue commune. On va mettre l'accent sur la bureautique, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans le domaine du tertiaire, même dans le domaine primaire, parce que même si vous êtes industriel ou bien vous êtes agriculteur, aujourd'hui, il y a l'informatique, il faut au minimum maîtriser certains outils informatiques. Donc ça aussi, il faut les apprendre très tôt au niveau de l'école. Le code de la route, pour moi, on doit l'apprendre même dès le primaire. J'ai envie de dire, moi, ce qu'on a les chauffes là. Quand on voit... Et ça, déjà même les piétons doivent savoir un peu comment fonctionne la circulation en ville. Donc, c'est pas mauvais. Déjà, on peut anticiper l'apprentissage du code de la route. Maintenant, le calendrier scolaire. Nous, on a proposé une innovation qui a été même empruntée récemment en Belgique. Et on a par exemple le cycle scolaire primaire est de 6 ans. Et une année scolaire est de 34 semaines selon les standards de l'UNESCO, 34 semaines de cours. Ces 34 semaines de cours, si vous les ramenez sur 6 ans, ça vous fait 206 semaines au total. Ces 206 semaines, nous, on va les diviser en 10 semestres. OK. Donc 5 ans.
Donc, on va commencer par exemple un semestre le 15 janvier, on finit le 15 juin, on reprend le 15 juillet, on finit le 15 décembre. Et chaque fois, on a un mois de vacances après un semestre. Et tous les 6 semaines, on a une semaine de vacances. Donc, vous voyez qu'on a des temps de récupération intéressantes, ce qui fait que l'apprentissage est encore beaucoup plus fluide. Et on garde une année scolaire au primaire, une année et demie au secondaire. Et le cycle primaire, c'est le cycle supérieur aussi. On peut faire bon, nous, à l'époque, il y avait le DUG. On peut faire, bon, j'ai dit, aujourd'hui, c'est LMP. On peut faire la licence en un an et demi, et le master aussi en un an et demi. Donc, le cycle supérieur en 3 ans. OK. Donc, un enfant qui a commencé à 5 ans, à son bac à 16 ans, et diplômé 3 ans plus tard, il a son master 2, diplômé d'études supérieures, à 19 ans. Okay. On rajoutera après un service militaire ou civique. Je trouve que c'est très important, c'est souvent négligé ici. Donc voilà, une innovation. Après, on pourra développer toutes les spécificités qu'on va ajouter encore dans le contenu de la formation, c'est-à-dire du programme scolaire, et puis aussi la formation des formateurs, mettre aussi un système, j'allais dire, de tutorat. Des jeunes qui finissent plus que pendant le cycle raccourci, ils auront du temps pour pouvoir même être assistants, éducateurs au primaire, ainsi de suite. Donc, il y a plein d'innovations. Dans le domaine de la santé, par exemple, on va mettre l'accent sur la prévention parce qu'on estime que quand l'individu est malade, c'est déjà trop tard. Non seulement il ne peut plus produire, il ne peut plus travailler, mais en plus de ça, il faut de l'argent pour le soigner. Donc, il coûte triplement cher. Donc, nous, on va faire en sorte que nos populations ne tombent pas malades. En tout cas, tombent le moins malades. On sait que 34% des admissions, c'est dû au palu. La plupart des autres, c'est dû au manque d'accès à l'eau potable ou à la salubrité environnementale. Donc, on va traiter ces facteurs de pollution, d'insalubrité. On va mettre les mesures barrières pour tout ce qui est paludisme, parce qu'on sait comment on peut prévenir le paludisme. Et vous verrez qu'on aura un gain en termes de politique de santé énorme. Après, maintenant, bon, il faudra retravailler la mentalité de nos personnels médicaux qui ne sont plus tellement motivés, peut-être qu'ils n'ont pas la motivation. Donc, il y a plein de réformes aussi très pragmatiques à mettre en place en termes au niveau de l'économie. Alors là, on a des leviers de croissance incroyables. On n'a que 2% de PIB avec l'industrie du tourisme, alors qu'on a tous les types de tourisme. Donc, dans le domaine du tourisme, il y a vraiment une marge de progression énorme avec des emplois, au moins 300 000 emplois en 2-3 ans si on retravaille correctement nos politiques de tourisme dans le secteur primaire, dans l'agriculture. Aujourd'hui, on a des intrants bio qui peuvent augmenter la productivité de 30 à 50% selon le type de culture. Donc là encore, il y a des créations de richesses, créations d'emplois. On a un remède même au Shulenshut, qui est un virus qui affecte nos plants de cacao. Et ça, c'est un gros problème actuel. Et la Côte d'Ivoire, les chercheurs de Côte d'Ivoire sont les premiers à avoir trouvé un remède vraiment efficace contre cette maladie de cacao. Donc, ce serait long de déballer un peu tout le potentiel qu'on peut développer au niveau de l'économie. Donc, vous voyez, en peu de mots, vous voyez que déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, au niveau de l'allocation des ressources de l'État, on voit qu'il y a tellement de déperditions dans les dépenses publiques. On peut faire des économies, il y a tellement de points où on peut faire des économies et allouer ces ressources libérées dans des secteurs qui sont beaucoup plus importants. Donc voilà, on aura l'occasion peut-être d'avoir un débat approfondi sur les différents... J'aimerais bien. On a une émission ici qui va sortir bientôt qui s'appelle « La jeunesse parle ». Donc le concept, c'est un peu aussi format canapé, où on reçoit des jeunes avec lesquels on discute de sujets de société. Et ce serait bien de vous avoir aussi, peut-être pour échanger avec ces jeunes-là, pour voir leur vision. C'est ça, vraiment avec plaisir, parce que quand on voit aussi, malheureusement, la démagogie qui prévaut au niveau des politiques, c'est difficile. C'est difficile. Nous, les Africains, on est vraiment dans la fête, on est vraiment dans les émotions. Je vois un peu toutes les propagandes qui se font autour de certains leaders africains qui sont, j'allais dire, de notre époque, de notre âge, qui ne sont plus d'actualité, mais les gens achètent parce que, voilà... Ils connaissent aussi peut-être. On joue sur leurs émotions, on joue sur leurs frustrations. C'est pour ça que c'est facile de faire du buzz quand il y a un problème. On ne cherche pas à résoudre ce problème, on cherche plutôt à incriminer. Et donc, ça fait le buzz, on se fait voir. Et moi, je ne suis pas dans cet objectif. Je cherche plutôt à rassembler qu'à diviser. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas trop jouer sur les frustrations. Je préfère proposer des réponses aux problèmes de mes concitoyens, même si peut-être ça ne fait pas le buzz.
Donc, ok, d'accord. Donc, ce que vous dites, c'est assez intéressant et ça fait un moment donc, qu'on est en train de parler un petit peu de votre programme, de votre vision un peu de ce qui devrait être fait dans la société. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que beaucoup de jeunes ne croient plus en la politique. Beaucoup de jeunes sont fermés à l'idée de parler politique, d'où la création de ce média-là. Parce que l'objectif est aujourd'hui vraiment de réconcilier les jeunes avec le mot politique. Parce que moi, je travaille un peu dans le domaine et c'est vrai que c'est un blocage pour les jeunes. C'est un blocage pour les jeunes. Je pense que les épisodes qui vont suivre vont le montrer également. Donc les jeunes n'ont pas forcément envie de parler politique. Les élections arrivent en octobre. Nous sommes bientôt début septembre. J'ai envie de dire comment votre parti appréhende en fait ce rejet-là de la jeunesse. Je comprends ce rejet parce que malheureusement, c'est la démagogie ou ce qu'on appelle le jeu politique. Et fausse promesse. Calviné, qui ont complètement, j'allais dire, décrédibilisé l'action politique et le politique en lui-même. Je comprends la position de nos jeunes et leurs désillusions. Effectivement, c'est nous, les acteurs politiques, qui avons décrédibilisé l'action politique. Parce que nous sommes venus avec beaucoup de démagogie, de fausses promesses, des chants dithyrambiques. Et aujourd'hui, il est difficile qu'on puisse croire en notre parole. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, on fait beaucoup de sensibilisation. On essaie d'expliquer l'importance et les enjeux de l'action politique. Et on pose des actes pour qu'on soit nous-mêmes crédibles. Et c'est pour ça qu'on agit énormément. On parle moins, mais on pose beaucoup d'actions. Il faut essayer de convaincre. Et ces actions, c'est montrer l'exemple. On fait du leadership par exemplarité. Maintenant, ceci dit, je pense qu'il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas seulement dans l'activisme ou bien dans les associations qu'on peut faire changer les choses. Moi, je me suis engagé dans le domaine associatif très jeune. Effectivement, c'est positif, mais l'impact est toujours très limité. C'est au niveau de l'action politique que l'impact est vraiment global et important. Donc, si on veut changer vraiment les choses, changer son cadre de vie, il faut avoir un engagement citoyen, un engagement politique. Et l'engagement citoyen, c'est déjà voter. Parce que, comme on dit dans la Constitution dispose que le principe de la République de Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, je pense que ce n'est pas l'attitude à avoir et c'est la raison pour laquelle nous, on a créé le mouvement Éveil pour éveiller les consciences de nos concitoyens, notamment des jeunes. Les jeunes surtout parce qu'ils représentent plus de 70% de la population de la Côte d'Ivoire. On a une population, on a la chance d'avoir une population jeune, donc il est important de leur parler. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Ok, donc, et on a envie de savoir, donc imaginons que vous soyez élu président. Quelles seraient les premières réformes que vous mettriez en place, que ce soit sur le plan symbolique comme sur le plan technique, en fait, j'ai envie de dire? Sur le plan symbolique, comme je vous l'ai dit, il faut essayer de transformer les mentalités de nos concitoyens. Et un des moyens importants de cette transformation, c'est le changement de démonime. Donc, je pense que je vais mettre un référendum. Soumettre un référendum. Ça, c'est super intéressant. Le changement de démonime. Et si le référendum l'emporte, on pourra amender la Constitution afin que ce soit acté au niveau de nos institutions et de nos armoiries. Donc ça, sur le plan symbolique, je pense que c'est une des premières actions que je mènerai. Maintenant, opérationnellement, selon les urgences, il y a tellement d'urgences, mais on peut dire d'abord, je vais mettre l'accent sur la relocalisation effective de la capitale politique à Yamoussoukro. Le transfèrement. Pourquoi? Parce que ça va déjà permettre de décongestionner Abidjan, qui est le principal pôle économique, et il faut déconcentrer notre activité économique. Ça va nous permettre de lancer dans la foulée un programme, un programme d'habitation, un programme de logement à grande échelle pour pouvoir permettre à nos concitoyens d'avoir des logements décents. Ça va aussi redynamiser un peu notre économie, décentraliser notre économie. Ça va permettre ça va susciter un développement beaucoup plus harmonieux de notre pays. Les villes secondaires vont être mieux desservies. Et ça a, en tout cas, je pense, beaucoup d'effets positifs. Parallèlement, bien entendu, on va commencer par faire un diagnostic de
de la santé, de l'éducation, enfin de tous les secteurs clés de notre économie pour voir comment on peut mettre le plus vite possible en application le programme qu'on a élaboré et qu'on a présenté à nos concitoyens. Okay. Je trouve ça très intéressant aussi que vous parliez de référendum, parce que j'ai envie de dire qu'on demande très peu l'avis de la population sur pas mal de réformes qui se font. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un candidat qui nous parle un peu des référendums, j'ai envie de dire. Je vais paraphraser un ancien chef d'État, enfin le président Laurent Gbagbo, qui est toujours là. Moi aussi, j'ai l'intention de redonner le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas dire qu'on a on a 3 pouvoirs. Aujourd'hui, c'est l'exécutif qui contrôle presque tous les 2 autres pouvoirs. Que ce soit le pouvoir législatif que le pouvoir judiciaire. Ces 2 pouvoirs sont plus ou moins inféodés au pouvoir exécutif. L'exécutif, en tout cas, a une grande emprise sur ces 2 autres pouvoirs. Et je vais faire en sorte qu'il y ait vraiment une séparation des pouvoirs. Et il y ait une vraie représentation du peuple au sein de l'Assemblée, des assemblées. Je vais restructurer les institutions parce que j'estime qu'il y a des institutions qui ne servent à rien. Donc, il y a beaucoup d'institutions qui vont disparaître parce que c'est beaucoup d'argent public dépensé pour rien. Ce serait quoi les institutions qui pourraient disparaître par exemple? Écoutez, oui, je me faire beaucoup d'ennemis. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, c'est même pas c'est pas nécessaire d'avoir un parlement bicaméral. Donc, je vais supprimer le Sénat. Et l'argent, par exemple, des sénateurs, je vais l'allouer peut-être... On a 8500 villages. Je pense que les chefs du village sont des auxiliaires administratifs. Tout à fait. On pourrait leur donner cet argent-là pour qu'ils puissent aider les sous-préfets à remplir bien leurs fonctions et avoir une certaine dignité et autonomie dans leurs activités. Donc voilà un peu des types d'allocations, réallocations des ressources de l'État que je ferai. Des gouvernorats, par exemple, les ministres-gouverneurs, je ne sais pas si... en tout cas, je reviserai ça. Je pense que je vais supprimer les ministres-gouverneurs parce que je pense qu'il y a des répétitions, il y a des doublons. Il y a des ministres-gouverneurs, il y a des présidents de région, il y a des préfets de région, il y a des préfets de département. Donc, on s'y perd. Il y a une duplication des tâches et c'est une augmentation des dépenses publiques inutiles. Donc, ce n'est pas assez optimal, ce n'est pas assez performant. Donc, moi, mon objectif, c'est optimiser l'action pragmatique toujours. Voilà, pour le plus gros intérêt de nos employés qui sont les concitoyens, les populations, les Ivoiriens. Donc on va essayer d'aller vraiment dans l'optimisation, dans le pragmatisme et aller très vite. Le bien-être de nos concitoyens. On va faire trop de discours, des effets d'annonce, parce qu'on est dans les effets d'annonce, on est dans les statistiques. On va mettre maintenant l'accent sur le qualitatif et l'actif. Ok. Pas la quantité, plutôt la qualité. La quantité sera là, mais la quantité en même temps que la qualité. Voilà. Ça va de pair, oui. Okay. Quand j'ai pouvoir aujourd'hui, ils font des quantitatifs, c'est plutôt de la statistique. Voilà. Il ne sert à rien de dire, bon voilà, on va scolariser tous les enfants et finalement, on ne donne même pas, on ne donne rien d'intéressant au niveau de l'éducation. Donc, il faut les former. Il ne faut pas les scolariser, il faut les former. C'est la formation d'abord. Voilà. Donc je pense également que, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, et peut-être même pour partir un peu plus loin aussi, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le pays a connu des tensions donc vis-à-vis du contexte politique et que, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes n'ont plus forcément envie, et même pas que les jeunes, j'ai envie de dire, même en tout cas toutes les personnes qui ont au moins vécu la période de 2002, de 2011, n'ont plus forcément envie de s'intéresser tout de suite aux enjeux politiques, en tout cas pas ouvertement. Et moi, j'aimerais savoir, dans un contexte comme celui-ci, comment vous envisagez les choses, en fait. Comment vous, dans votre campagne, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu aussi un appel aussi à la sensibilisation des personnes, des partis politiques, en tout cas de toute personne qui a une candidature, ou même de leurs électeurs, ou de leurs militants aussi, de se rendre compte qu'on arrive vers une période assez compliquée. Comment vous, votre mouvement, de votre côté, se prépare vis-à-vis de ça, et puis comment ce mouvement-là aussi appelle à aller vers des élections apaisées? Merci pour cette question. Vous savez, la situation qui prévaut, même si les politiciens sont, j'allais dire, les plus grands responsables et les principaux responsables, mais je l'ai dit, la responsabilité est partagée. Nous sommes tous responsables, tous les citoyens. Aujourd'hui, malheureusement, nos concitoyens ont un esprit d'assistanat. On a tendance à tendre la main. On se fait acheter, il faut des billets de 1000 francs, on vend sa voix. On ne se projette pas.
C'est tout de suite qu'est-ce qu'on va manger. Et donc, c'est vraiment une responsabilité collective. C'est la raison pour laquelle nous mettons énormément l'accent sur ce changement de mentalité. Parce que si nous ne changeons pas de mentalité, si on ne revient pas à certaines valeurs, et des valeurs même qui ont été déjà mises en avant au début et qu'on a déjà expérimenté, qui ont fait qu'on a vécu dans une certaine harmonie pendant plusieurs décennies, même s'il y a des chocs extérieurs qui sont venus bouleverser cette harmonie. Mais néanmoins, si on n'avait pas perdu ces valeurs-là, on ne serait pas descendu là où nous sommes. Donc, pour conjurer cette résignation, j'allais dire, découragement n'est pas ivoire roi. J'allais reprendre cet adage, découragement n'est pas ivoire roi. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diabidje, d'être sur le plateau aujourd'hui. Et puis, on espère voir un peu ce que ça va donner, en tout cas au niveau de la présidentielle qui arrive, et puis peut-être au-delà de celle-ci. Retrouvez-nous sur notre page, nos différentes pages Instagram, TikTok, Facebook et YouTube, donc pour découvrir les formats qui vont suivre, et on espère que ça va vous plaire.